Quelque part dans la terre sèche d'une grotte du sud de l'Oregon, une équipe d'archéologues a mis au jour quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Ils ont envoyé leur découverte au laboratoire, et la date qui en est ressortie était tellement aberrante qu'ils ont supposé que l'équipement avait défailli. Alors ils ont recommencé avec un autre échantillon sur une autre machine, puis une troisième fois. Chaque résultat pointait vers la même réponse impossible. Ceux qui avaient laissé cette trace se trouvaient sur le sol américain des milliers d'années, avant que l'histoire affirme qu'un être humain ait jamais été là. Et ce que l'Oregon a révélé ensuite ne réécrit pas seulement l'histoire des origines humaines, il l'a réduite en cendres, la grotte de l'Oregon. Restez avec moi dans cette grotte un instant. Elle s'appelle les grottes de Paisley, une rangée d'abris rocheux et arides dans le centre-sud de l'Oregon. Et voilà ce que personne n'aime vraiment admettre. Des chercheurs connaissaient cet endroit depuis des décennies. Ils n'avaient simplement jamais creusé assez profond, jamais regardé assez attentivement. Tout le monde pensait que la question des premiers Américains était déjà résolue, imprimée, encadrée et accrochée au mur. Alors pourquoi s'embêter à descendre d'un niveau supplémentaire dans une grotte poussiéreuse au milieu de nulle part? Et quand une équipe de l'Université de l'Oregon s'est finalement enfoncée à travers les couches du sol de la grotte, ce qu'ils ont extrait n'était pas une pointe de lance. Ce n'était pas un outil. C'étaient des excréments humains conservés, séchés et durcis, posés exactement là où une personne les avait laissés des milliers d'années auparavant. La grotte de Paisley, en Oregon. Le problème est que ces soi-disant coprolites humains qui y ont été trouvés ont fourni de l'ADN extrait, et certains d'entre eux ont été datés, donnant des âges avoisinant 12 000 ou 13 000 ans, si je me souviens bien, ce qui suggérerait que des personnes sont arrivées dans la grotte de Paisley, en Oregon, avant la culture Clovis, des dates pré-Clovis. Je sais ce que ça fait d'entendre ça. Une découverte aussi modeste ne fait pas le journal télévisé du soir et n'obtient pas sa propre salle dans un musée. Mais l'air sec du désert du haut plateau de l'Oregon avait accompli quelque chose qu'aucun laboratoire sur Terre n'est capable de faire. Il avait conservé cet élément organique fragile siècle après siècle, tandis que tout ce qui avait jamais vécu dans cette grotte s'était décomposé jusqu'à disparaître complètement. Et enfermé à l'intérieur se trouvait quelque chose qu'un outil en pierre ne peut jamais vous offrir. Pas une forme, pas une supposition, de l'ADN humain. Ils ont séquencé l'ADN mitochondrial, et le résultat ne laissait aucune marge d'interprétation. Il correspondait au haplogroupe fondateur amérindien A2 et B2. Pas une migration avortée qui serait arrivée puis aurait disparu. Les ancêtres directs des peuples autochtones vivant en Amérique en ce moment même. Des gens avec des noms, des familles, une lignée qui remonte en ligne directe jusqu'à la terre d'une grotte dont la majeure partie du monde n'a jamais entendu parler. Prenez un instant pour laisser ça s'installer, parce que c'est là que tout prend une autre dimension. Ce n'était pas une curiosité sous une vitrine. C'était une preuve inscrite dans le code génétique vivant que le chapitre le plus ancien de l'histoire américaine ne s'est jamais terminé, cette lignée est toujours là. Les personnes qui ont trouvé refuge dans cette grotte n'étaient pas une impasse, pas un groupe condamné arrivé trop tôt et disparu sans laisser de traces. Leurs descendants ont survécu à la période glaciaire, à la fonte des glaciers, à des milliers d'années de bouleversements, et ils marchent parmi nous aujourd'hui. Et la preuve du chapitre le plus ancien connu de la vie humaine sur ce continent n'était ni un temple ni un artefact en or. C'était la chose la plus ordinaire qu'un corps laisse derrière lui, desséché sur le sol d'une grotte, dissimulé dans le seul type de preuve qu'aucun archéologue ne met jamais sur une affiche. Puis ils l'ont daté. La méthode utilisée était la spectrométrie de masse par accélérateur, qui mesure l'âge du matériau organique lui-même et non de la Terre qui l'entoure. Cette distinction est plus importante qu'elle n'y paraît, car l'objection habituelle face à une découverte incroyablement ancienne est que l'objet a glissé depuis une couche plus récente, ou que la Terre a été mélangée, ou que l'échantillon était contaminé. Cette méthode contourne tout cela d'un coup.
Elle date l'objet que vous tenez en main selon ses propres critères, calibré. Le résultat est revenu à plus de 14 000 ans avant le présent, au moins 1 millier d'années avant que les gens de Clovis soient censés être arrivés. Il faut comprendre ce que ça remet en cause. Pendant la majeure partie du XXe siècle, chaque manuel scolaire racontait la même histoire bien ordonnée. Les premiers Américains étaient le peuple de Clovis, nommé d'après les pointes de lance cannelées découvertes sur un site au Nouveau-Mexique. Ces lames distinctives, creusées d'une rainure en leur centre qui les rendait plus légères et plus mortelles. La version officielle voulait qu'ils aient traversé un pont terrestre gelé depuis l'Asie il y a environ 13 000 ans, qu'ils se soient glissés vers le sud par une brèche dans les glaces et qu'ils se soient répandus à travers un continent vide. Les premiers à arriver, 100 personnes avant eux. C'était net, c'était enseignable, et c'était faux. Des carrières entières avaient été bâties là-dessus. Des salles de musée entières avaient été organisées autour de cette idée, avec les chasseurs de Clovis trônant fièrement en tête de l'histoire humaine sur ce territoire. Remettre en question la date, ce n'était pas simplement remettre en question un chiffre, c'était dire à beaucoup de gens importants que ce qu'ils avaient défendu toute leur vie n'était qu'un conte de fées. L'Oregon venait de placer 1 millier d'années entre Clovis et la vérité. Le peuple de Clovis n'était pas le premier, il n'en était même pas proche, et l'Oregon n'en avait pas fini. Une seule date provenant d'une seule grotte, c'est le genre de choses que les anciens pouvaient balayer d'un revers de main comme une anomalie, un résultat isolé et bizarre, une contamination, un mauvais hasard. Ils l'avaient déjà fait bien des fois auparavant. Mais à 112 kilomètres de cette grotte, un second site en Oregon était sur le point de reprendre la date trouvée à Paisley et de la faire plonger vers quelque chose de bien plus ancien et bien plus difficile à écarter. Plus une anomalie cette fois, mais un schéma. Et ce sont les schémas qui brisent les carrières. Si tout ça commence déjà à vous travailler, abonnez-vous maintenant, parce que ce qu'un archéologue de l'Université de l'Oregon a sorti du sol à 112 kilomètres de là est encore plus troublant. C'est ici que ça cesse d'être une question de date et que ça devient une question de savoir qui étaient vraiment ces gens. Rimrock Draw. À 112 kilomètres des grottes de Paisley, non loin de la ville de Riley dans le comté de Harney, se trouve un endroit appelé Rimrock Draw Rock Shelter. Le docteur Patrick O'Grady, archéologue à l'Université de l'Oregon, y creuse depuis 2011. Si vous avez jamais imaginé l'archéologie comme une seule découverte spectaculaire, c'est tout le contraire ici. Pendant des années, le site n'a presque rien livré. Quelques éclats d'obsidienne, un outil en pierre disposé près de l'entrée de l'abri. Le vrai artefact, c'est réel. Quelqu'un l'a touché il y a 12 000 ans, et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit « Ouais ». Le genre de travail lent, à genoux dans la terre, avec pinceau et tamis, qui ne fait jamais l'objet d'un documentaire. Année après année, saison après saison, sans aucune garantie que tout ça mènerait un jour à quelque chose. Rimrock Draw n'a pas livré d'ADN. Il a livré une horloge. Enfouie dans le sol se trouvait une couche de cendres blanches. Les scientifiques l'ont associée à une éruption précise du mont St. Helens, datée d'environ 15 400 à 15 600 ans. En dessous, quelque part, il y a de l'eau. Donc si quelque chose de chaud remonte dans cette eau, elle se réchauffe. La pression peut s'accumuler jusqu'à ce qu'elle finisse par percer sous forme d'explosion, comme une cocotte minute. On lâche tout d'un coup. Cette cendre constitue la règle absolue du site. Tout ce qui se trouve en dessous est plus ancien, tout ce qui est au-dessus est plus récent. Il n'y a rien à discuter. Impossible de réorganiser les couches. Un volcan à 1 millier de mètres de là avait craché ses cendres à travers le paysage et avait posé un couvercle sur le temps lui-même. Tout ce qui se trouvait sous ce couvercle attendait là depuis avant la chute des cendres. C'est pourquoi Rimrock Draw compte autant aux côtés de Paisley. La grotte avait fourni au domaine une date et un brin d'ADN, et les sceptiques pouvaient toujours murmurer des histoires de contamination ou d'échantillons qui auraient glissé entre les couches. Mais une couche de cendres volcaniques n'est pas un échantillon qu'on peut contester. C'est une ligne dure tracée dans la terre par un événement que personne ne peut falsifier.
Tout ce qui se trouve en dessous est antérieur à l'éruption. Un point, c'est tout. Alors quand l'équipe a commencé à trouver des choses sous ces cendres, elle ne demandait pas au laboratoire de lui faire confiance. Elle lui demandait de faire confiance à un volcan. Sous ce couvercle, l'équipe d'O'Grady commença à extraire des éléments qui n'auraient pas dû se trouver là. 27 minuscules fragments d'émail dentaire furent récupérés un à un dans la terre. L'un d'eux appartenait au chameau de la veille, une espèce de l'ère glaciaire qui parcourait autrefois l'Amérique du Nord et qui a disparu depuis des millénaires. Un autre provenait du bison antiquus, un ancêtre plus grand et plus massif du bison américain moderne, lui aussi disparu depuis longtemps. Ces animaux n'étaient pas ceux qui erraient dans la région le siècle dernier. C'étaient des créatures d'un monde évanoui, la mégafaune de la dernière période glaciaire, et ils se trouvaient là, enfouis sous la même cendre, dans le même sol où un outil humain allait bientôt faire surface. Le tableau qui se dessinait dans cette tranchée était celui d'un paysage que la plupart des gens n'arrivent même pas à imaginer. Des chameaux et d'immenses bisons se déplaçant sur ce qui est aujourd'hui le haut désert de l'Oregon, et quelque part parmi eux, un être humain armé d'un couteau. Puis vint l'outil, de la calcédoine orange, une forme vitreuse d'agate qui accroche la lumière, façonnée en un seul objet, avec un tranchant courbé, un bord plat pour racler, et une arête dentelée polie par l'usage. O'Grady l'a surnommé le couteau suisse de l'époque primitive. Un seul outil conçu pour accomplir plusieurs tâches, et le détail qui vous reste en tête, c'est l'usure. Les petites dents le long de ce bord dentelé étaient polies. Ce genre de polissage ne se produit pas en une semaine, ni en un mois. Il faut une vie entière d'utilisation. Quelqu'un a porté cet objet pendant des années, l'a aiguisé, réaiguisé, a coupé, raclé, scié, puis coupé encore, jusqu'au jour où il l'a posé dans cet abri et n'est jamais revenu le chercher, pour une raison qu'on ignorera toujours. Ce n'est pas une simple pierre que vous regardez, c'est l'objet préféré d'une personne qui a vécu et est morte il y a un temps inimaginablement long. Un outil usé par l'usage quotidien, de la même manière qu'une poignée ou une clé se polit avec le temps. C'est l'étrange intimité d'un endroit comme Rimrock Draw. À travers 20 000 ans, on distingue encore la forme des habitudes d'un seul être humain dans le brillant d'une lame. Voilà ce qui est essentiel. L'outil se trouvait à environ 10 cm sous les dents de chameau. Plus profond signifie plus ancien, donc l'outil était antérieur aux animaux. Lorsque le laboratoire analysa les dents, il s'avéra que le chameau et le bison dataient d'environ 21 000 à 22 000 ans. O'Grady ne leur faisait pas confiance. Il recommença les analyses. Même résultat, 2 échantillons, 2 tests indépendants, 2 résultats identiques. Imaginez-le assis là, face à cette deuxième date concordante, celle qu'il espérait secrètement voir contredire la première. Elle fit exactement le contraire. Elle la confirma. Il admit par la suite que tenir entre ses mains un matériau aussi ancien était profondément effrayant, que l'on n'annonce pas quelque chose de tel sans avoir des bases solides, parce qu'on sait très bien ce qui arrive à la carrière de ceux qui se trompent. Il avait vu cela arriver à d'autres. Désormais, il disposait de 2 dates concordantes, et il n'y avait plus moyen d'y échapper. Les animaux de Rimrock Draw étaient la mort depuis plus de 18 000 ans, et le couteau usé enfoui sous eux indiquait qu'un être humain était présent encore plus tôt. Et ce couteau n'était pas clovisien. Il appartient à ce qu'on appelle la tradition de la tige occidentale. Longue lame, épaulement peu marqué, bases arrondies. Il ne ressemble en rien à une pointe Clovis, et il est antérieur au style Clovis de plusieurs millénaires. C'est la bombe silencieuse dissimulée dans cette datation. Pendant des décennies, on supposait que chaque outil ancien des Amériques devait descendre de Clovis, car Clovis était censé être l'origine, le commencement, la première main à avoir taillé la pierre sur ce continent. Mais une tradition qui ne ressemble pas à Clovis et qui lui est antérieure ne peut pas en être issue. Cela signifie qu'un peuple distinct, avec ses propres techniques et sa propre façon de lire un morceau de pierre, était déjà là. D'autres mains, d'autres règles, une voie parallèle
qui se développait dans l'ombre sous le récit officiel. L'Oregon disposait donc désormais de 2 sites, 2 méthodes et un seul message impossible à ignorer. Mais si des personnes aussi anciennes se trouvaient en Oregon, la question ne porte plus sur l'exactitude des manuels scolaires. Elle devient: comment sont-ils arrivés là, et jusqu'où remonte vraiment cette histoire? Car l'indice suivant ne venait pas de l'Oregon. Il venait d'un avertissement qui criait de l'autre côté du pays depuis des décennies, et personne n'avait écouté. La première fissure. Des décennies avant que quiconque creuse profondément à Paisley, une première fissure était déjà apparue dans un abri sous roche en grès de l'ouest de la Pennsylvanie, appelé Meadowcraftoft, situé sur un ruisseau à environ 7 miles en amont de la rivière Ohio. Meadowfra est un vaste abri sous roche en grès dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, non loin de la frontière avec la Virginie occidentale. Il repose sur des dépôts de grès et de siltstone datant de la période pennsylvanienne ou carbonifère, remontant à plusieurs centaines de millions d'années. Un archéologue le décrivit plus tard comme un endroit réunissant tous les attraits d'une villégiature préhistorique, exactement le genre d'auvent abrité et confortable où d'anciens voyageurs se seraient arrêtés pour la nuit sans même y réfléchir. En 1955, un historien local nommé Albert Miller plongea la main dans un terrier de marmotte sur la propriété et en retira des artefacts qui n'avaient aucune raison de se trouver là, une poignée de terre sortie d'un terrier animal, et voilà le premier fil lâche de toute l'affaire. En 1973, un scientifique nommé Jim Adavasio commença à fouiller le sol de l'abri, le décortiquant couche après couche avec la plus grande prudence, et plus il creusait profond, plus les strates se révélaient anciennes. Stratum après stratum, la présence humaine continuait de descendre, bien au-delà de ce que les manuels autorisaient. Ce n'était pas un homme en quête d'une théorie farfelue. Il suivait simplement la terre vers le bas, notant ce qu'il trouvait. Et la terre lui répétait le même message, plus il l'écoutait attentivement. Quand les datations au radiocarbone furent rendues, les humains étaient en présent à Meadowcraftoft dès 16 000 à 19 000 années calendaires calibrées avant notre ère, soit des millénaires avant Clovis. En juillet 1980, Adavasio publia ses résultats dans American Antiquity et dit tout haut ce que beaucoup taisaient. Le modèle Clovis Ier était erroné et ses collègues s'en prirent à lui. Certains l'accusèrent d'avoir des échantillons contaminés. D'autres firent simplement comme si l'article n'existait pas, ce qui, dans le monde scientifique, constitue une insulte à part entière. Imaginez être l'homme qui détient les bonnes dates, pendant que tout un domaine décide que c'est forcément vous qui avez commis l'erreur. La résistance fut si tenace, si chargée émotionnellement, que les chercheurs finirent par lui donner un nom, le syndrome de Primauté Clovis, dont la défense acharnée fut qualifiée d'anachronique et de féodale. Et cette résistance fut efficace. C'est là que réside le malaise. Normalement, ce type d'opposition s'érode à mesure que les preuves s'accumulent. Mais celle-là s'installa dans la durée, même aujourd'hui, des décennies plus tard. Une enquête auprès d'archéologues en activité révèle que seulement environ 38% d'entre eux s'accordent avec les datations d'Adavasio. 38% supplémentaires n'en sont pas certains. Le reste les rejette encore catégoriquement. Relisez ces chiffres. Une découverte qui tient depuis plus de 40 ans n'arrive toujours pas à convaincre plus d'un tiers du domaine. Non pas parce que les preuves sont insuffisantes, mais parce qu'y adhérer implique de réécrire les carrières et les réputations de ceux qui votent. Ainsi, lorsque les grottes de l'Oregon et la couche de cendres de l'Oregon firent leur apparition, le domaine était déjà fissuré en deux. Adavasio avait essuyé les coups des décennies auparavant, seul de l'autre côté du pays. L'Oregon représentait la preuve qui rendait impossible de continuer à détourner le regard. La seconde voix qui confirmait que la première avait eu raison depuis le début. Et dès lors qu'on accepte que la chronologie est brisée, une question encore plus troublante se pose. Car à 700 miles au sud de l'Oregon, dans un désert blanc que personne n'avait pris la peine de cartographier, des empreintes attendaient, 61 au total,
laissés par des gens qui n'étaient pas censés exister. Des traces fantômes dans les White Sands. White Sands National Park est un champ de dunes de gypse pâle dans le sud du Nouveau-Mexique, si blanc et si immobile qu'on peine à croire qu'il appartient à cette planète. En 2009, des chercheurs traversant le lit asséché d'un ancien lac connu sous le nom de lac Otero ont remarqué des formes imprimées dans le gypse. Au premier coup d'œil, rien de spectaculaire, juste des empreintes dans un sol dur et pâle. Mais plus ils regardaient attentivement, plus l'image devenait nette. Des empreintes de pas, des empreintes humaines, et pas une ou deux. La question de savoir comment les premiers humains ont peuplé l'Amérique du Nord fait depuis longtemps l'objet d'un débat animé. Comme le rapporte Stephanie Tsai, une étude récente détaillant ce que les archéologues croient être les plus anciennes empreintes connues aux États-Unis, soulève de nouvelles questions et remet en cause des hypothèses solidement ancrées. 61 empreintes au total. D'une clarté brutale. On peut voir les orteils. On distingue la courbe de la voûte plantaire. Certaines sont minuscules, de la taille du pied d'un enfant. D'autres appartiennent à des adultes se déplaçant vite, presque en courant. Ce n'est pas la preuve abstraite d'une pierre ou d'un os, c'est un instant. Un groupe de personnes, enfants compris, marchant au bord d'un lac de l'ère glaciaire un jour ordinaire, laissant leurs empreintes dans une boue tendre que le soleil a ensuite durcie et que les sédiments ont enfouis, les gardant dans l'obscurité jusqu'à ce que quelqu'un les traverse à nouveau des milliers d'années plus tard. Vous ne lisez pas un récit sur ces gens, vous vous tenez dans leurs traces. Ils étaient là, bien vivants, en plein mouvement, allant quelque part, à un moment où les manuels affirment qu'aucun être humain n'avait jamais posé le pied sur ce continent. Les premières datations sont arrivées en 2021, grâce au carbone 14 appliqué aux graines d'une plante appelée spirale de marais, trouvée dans les mêmes couches que les empreintes. Entre 21 000 et 23 000 ans, les sceptiques ont aussitôt réagi, et pour être honnêtes, ils ont soulevé une véritable objection. Les graines auraient pu absorber du vieux carbone provenant des eaux souterraines et paraître faussement anciennes. C'est exactement le genre de défi qu'une bonne science est censée surmonter. L'équipe a donc recommencé les tests, cette fois avec du pollen de conifères, qui n'absorbe pas le carbone des eaux souterraines et provient directement d'arbres qui étaient vivants à l'époque. Même résultat, entre 20 et 1 000 et 23 000 ans. Puis, en juin 2025, une troisième étude publiée dans Science Advance a abordé la question sous un angle nouveau, en utilisant des matières organiques provenant de boue de zones humides et de sédiments de lacs peu profonds. 3 sources indépendantes désormais, graines, pollen et boue, chacune testée séparément. Toutes 3 ont convergé vers la même fenêtre temporelle, le pic de la dernière période glaciaire, exactement quand les manuels affirment que l'Amérique du Nord était vide, et ces gens n'étaient pas seuls. Leurs empreintes côtoient celles de mammouths colombiens et de paresseux géants terrestres, d'énormes animaux de l'ère glaciaire qui ont disparu du continent il y a des milliers d'années, figés dans la même boue ancienne au même instant. Humains et bêtes côte à côte, partageant un rivage que les manuels prétendaient n'avoir jamais été vu par un être humain. C'est ce qu'Oregon a déclenché. 2 sites de l'Oregon avaient déjà repoussé la date limite, et une fois que le monde scientifique a dû prendre Oregon au sérieux, le reste des preuves a cessé de ressembler à une série d'erreurs pour commencer à ressembler à un schéma cohérent. White Sands montrait désormais des familles entières traversant le continent au cœur de l'ère glaciaire, loin de tout couloir glaciaire, à une époque où l'ancienne carte affirme que la porte vers l'Amérique n'était même pas encore ouverte. Mais White Sands plafonne autour de 23 000 ans. Il existe quelque chose dans le sud de la Californie tellement plus ancien qu'il fait paraître White Sands récent. Et personne ne le cherchait. On construisait une autoroute. Une équipe de construction dans le sud de la Californie creusait le sol lorsque la lame du bulldozer a heurté un os. Les travaux se sont arrêtés. Personne ne cherchait quoi que ce soit. Il n'y avait pas d'archéologues sur place, pas de subvention de recherche,
pas de plan, juste des hommes, des machines et une route à construire. Le contremaître s'est approché d'une forme courbée dans la terre qui n'était manifestement ni une roche ni une canalisation. C'était la forme indéniable de quelque chose qui avait autrefois été vivant. Des paléontologues ont été appelés, et ce qu'ils ont extrait du sol étaient les restes partiels d'un seul mastodonte, un animal semblable à un éléphant qui s'est éteint à la fin de l'ère glaciaire. Mais les os n'étaient-ils pas simplement tombés là et fossilisés sur place? Au fur et à mesure que l'équipe écartait la terre, grain par grain, un malaise s'installa parmi les personnes réunies autour de cette fosse. Ce qu'ils contemplaient n'était pas un fossile. C'était une scène. Quelque chose avait été fait à ces os de façon délibérée. Les os du mastodonte présentaient des fractures en spirale, le genre de cassure qui ne se produit que sur un os encore frais. C'est ce détail précis qui transforme un fossile en scène de crime. Un os fossilisé, vieux et sec et cassant, et lorsqu'il se brise, il se fragmente en éclats. Un os frais, un os encore vivant, se tord et se vrille au moment de la rupture. Quelqu'un avait fracturé ces os alors qu'ils étaient encore frais, presque certainement pour en extraire la moelle, cette nourriture riche en graisse que les hommes préhistoriques recherchaient tant. Il ne s'agissait pas de charognage ni d'accident. C'était de la boucherie, une technique maîtrisée, pratiquée par quelqu'un qui savait exactement comment tirer le maximum d'une carcasse. Et dispersées parmi les ossements se trouvaient 5 grandes pierres, des galets de la taille d'un poing, bien trop lourds pour avoir été amenés là par l'eau. Les géologues ont vérifié. L'eau ne les avait pas transportés jusqu'ici. C'est l'homme qui l'avait fait, des pierres à percussion et des enclumes, apportées sur place pour fracasser les os, puis abandonnées dans la terre lorsque ceux qui les avaient utilisées étaient simplement repartis, sans jamais revenir. Voici le chiffre qui coupe le souffle. L'os a été daté par analyse uranium-thorium, et chaque test a donné exactement le même résultat, environ 130 700 ans. Lisez-le 2 fois parce qu'il ne s'inscrit pas dans la même phrase que tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. 130 700 ans. Pour mettre les choses en perspective, la découverte la plus ancienne dont nous avons parlé jusqu'ici, en dehors des eaux de Karoudi, remontait à environ 23 000 ans. C'est plus de 5 fois plus ancien que cela. C'est plus vieux que l'époque à laquelle on estime généralement que notre propre espèce a quitté l'Afrique. C'est un chiffre tellement en dehors de toute chronologie admise que, pendant des années, il était plus simple de supposer qu'il s'agissait forcément d'une erreur. En 2017, Nature l'a publié. Les auteurs, Stephen Holland, Kathleen Holland, Thomas Deary et Richard Fuligard, l'ont rédigé dans le langage technique le plus prudent et le plus mesuré qu'ils pouvaient trouver, et ça a quand même fait l'effet d'une bombe. Une espèce humaine, quelle qu'elle soit, se trouvait en Amérique du Nord il y a 130 700 ans. Pas des humains modernes, pas des néandertaliens, quelque chose que les modèles existants ne nomment même pas. La majeure partie du milieu scientifique refuse tout simplement de toucher à ce site, non pas parce qu'ils l'ont réfuté, mais parce que c'est trop radical, trop difficile à expliquer, et trop coûteux pour trop de carrières que d'y prêter la moindre attention. Il est plus facile de détourner le regard. Alors la question reste là, sans réponse, comme le font souvent les questions gênantes en science. Qui a fracturé ces os? Personne ne le sait. Personne ne peut même tenter une hypothèse raisonnable. Ce n'était pas un humain moderne, parce que les humains modernes n'étaient censés se trouver nulle part près des Amériques à cette époque aussi reculée. Ce n'était pas un néandertalien. C'était une autre branche de la famille humaine, en Californie, plus de 100 000 ans avant que l'histoire soit supposée commencer, en accomplissant quelque chose d'aussi intime et d'aussi humain que briser un os pour en extraire la moelle. Mais cela replace la découverte de l'Oregon dans un cadre bien plus vaste et bien plus étrange. Si l'Oregon a prouvé que des hommes étaient là bien avant Clovis, la Californie murmure que quelqu'un ou quelque chose se trouvait ici 100 000 ans avant encore. Ce qui nous ramène directement à la question que l'Oregon seul ne pouvait pas résoudre. Comment l'un d'entre eux est-il arrivé ici?
Parce que l'ancienne réponse, cette porte gelée vers la Sibérie, commence à se fissurer. Pendant un siècle, la réponse tenait en un seul mot, la Béringie, le pont terrestre depuis la Sibérie, exposé lorsqu'une grande partie des eaux du monde était emprisonnée dans les glaces. Une seule porte s'ouvrant une seule fois, tout le monde traversant à pied, du nord vers le sud, comme le schéma des manuels le représentait toujours avec une unique flèche bien nette. C'était simple, et le simple est facile à enseigner. Mais les outils en tige occidentale de l'Oregon ne ressemblent à rien de ce qui aurait pu emprunter ce couloir. Et c'est le fil qui, une fois tiré, démaille toute la carte. Si les plus anciens fabricants d'outils de l'Oregon ne transportaient pas le kit Clovis censé être passé par cette porte, alors peut-être qu'ils ne sont pas passés par cette porte du tout. Partons d'un endroit qui aurait dû rendre la chose impossible. Site. Cette île est une île depuis environ 5 millions d'années. Elle n'a jamais été reliée au continent pendant toute la période où les humains ont existé. On ne peut pas se rendre à Site à pied. Ça n'a jamais été possible. Quiconque y posait le pied devait traverser au moins 40 mètres de mer ouverte, et pas sur un tronc ayant dérivé dans la bonne direction, mais à bord d'un véritable bateau construit intentionnellement par quelqu'un qui maîtrisait les eaux. Une équipe dirigée par Thomas Straher et Elani Panagopoulou a découvert des outils en pierre sur 2 sites de Crète datant d'entre 130 000 et 700 000 ans, ressemblant à des outils fabriqués par l'Homo heidelbergensis et l'Homo erectus, des ancêtres humains bien antérieurs à l'apparition de l'homme moderne. S'ils pouvaient traverser la Méditerranée aussitôt, alors l'idée confortable que les humains primitifs étaient incapables de naviguer en eau libre était définitivement révolue. Et cette idée était fondamentale. La seule raison pour laquelle tout le monde insistait sur le fait que les premiers Américains avaient forcément marché reposait sur la conviction que les peuples anciens ne pouvaient tout simplement pas traverser un océan, que les bateaux étaient une invention tardive et sophistiquée de l'homme moderne. La Crète dit le contraire. La Crète nous dit que des gens construisaient des embarcations dignes de la mer 100 000 ans avant que quiconque ne le pense possible. Comme l'a formulé l'un des membres de l'équipe, si les premiers humains pouvaient circuler en Méditerranée avant 130 000 ans, ils pouvaient aussi traverser d'autres étendues d'eau. Cette seule phrase remet en question toutes les cartes migratoires jamais tracées. Revenons maintenant à l'autre bout du monde. Des chercheurs qui suivaient une lignée mitochondriale appelée D4H l'ont retracée jusqu'à la côte nord de la Chine. Et les données ne révélaient pas une seule migration, elles en révélaient 2. La première vague, il y a environ 26 000 ans, longeait très probablement le littoral en bateau, remontant depuis la Chine à travers le Japon et s'étendant à travers le Pacifique, campement après campement, en suivant les poissons, les coquillages et les marées. Pas une traversée désespérée, mais une dérive lente et patiente le long du bord d'un continent, un établissement provisoire à la fois, peut-être sur de nombreuses générations. Imaginez, de petits groupes vivant du rivage, ne perdant jamais la terre de vue, les enfants d'un campement grandissant pour pagayer un peu plus loin que leurs parents ne l'avaient jamais fait. Pas de grand voyage héroïque, juste la mer, le temps et un littoral qui continuait sans fin. La deuxième vague, il y a environ 15 000 ans, a emprunté la route terrestre à travers la Béringie. Et c'est ce second groupe qui est associé aux populations de l'époque Clovis, celles que tout le monde couronnait autrefois premiers Américains. Ils n'étaient pas les premiers. Ils étaient des arrivants tardifs, marchant sur un chemin que d'autres avaient déjà parcouru par la mer des milliers d'années plus tôt. Pensez à ce que cela fait à l'image que nous avons tous intégrée. Les chasseurs Clovis, avec leurs pointes de lance, ceux placés en tête de chaque diorama de musée, n'étaient pas les pionniers s'ouvrant un monde vierge. Ils arrivaient tard sur un continent déjà exploré, peuplé et traversé par des gens venus d'une toute autre manière. Les héros de l'ancienne histoire s'avèrent être les nouveaux venus, et les outils sont d'accord. Les mêmes techniques de taille de pierre apparaissent en Chine, au Japon et dans les Amériques. Les mêmes lames, les mêmes pointes,
les mêmes choix quant à la façon de prendre un morceau de pierre et d'en faire un tranchant. Ce n'est pas une coïncidence. Les outils ne s'inventent pas de la même façon 2 fois, à des milliers de kilomètres de distance. C'est une piste, une ligne de gens transportant le même savoir-faire à travers les eaux. Et elle remonte directement jusqu'à la côte de Chine, la même tradition distincte à laquelle appartiennent les outils à tige occidentales de l'Oregon. Le couteau sous les cendres de Rimrock Draw n'était pas une anomalie. C'était un indice pointant vers l'autre côté d'un océan. Alors, l'histoire bien rangée a disparu. Les premiers Américains n'étaient pas ceux qu'on nous avait décrits. Ils ne sont pas arrivés au moment qu'on nous avait indiqué. Ils n'ont peut-être même pas marché. Une rangée de grottes sèches en Oregon a fait voler la chronologie en éclats. Un couteau usé, enfoui sous des cendres volcaniques, n'a fait que renforcer cette vérité. Des empreintes au Nouveau-Mexique, des ossements fracturés en Californie et de l'ADN extrait des côtes chinoises ont tous convergé vers cette même réalité impossible que l'Oregon avait découverte en premier. Le continent n'était ni vide ni en attente. Il était déjà habité, déjà parcouru, déjà le foyer de peuples dont l'histoire est bien plus ancienne, bien plus étrange et bien plus complexe que quiconque ne voulait l'admettre, et tout ramène sans cesse au même endroit. Pas le Nouveau-Mexique, pas la Californie, pas les rivages de Chine, l'Oregon. Une rangée de grottes arides et un abri rocheux battu par les vents dans le désert d'altitude, là où la Terre a finalement livré des preuves que personne dans le milieu ne pouvait plus balayer d'un revers de main. Et toute cette histoire confortable a commencé à se défaire point par point. Quelque part, en ce moment même, dans une terre que personne n'a encore touchée, le prochain indice attend déjà la prochaine personne qui creusera suffisamment profond pour le trouver. Alors, qui a brisé les os d'un mastodonte en Californie il y a 130 700 ans, avant de poser ses outils et de disparaître? Déposez votre théorie dans les commentaires, parce que la réponse honnête aujourd'hui, c'est que personne ne le sait. Si cette histoire vous a autant marqué que nous, abonnez-vous, aimez la vidéo et cliquez sur la suivante, parce que la prochaine fouille est déjà en cours. Et quand elle sera révélée, nous serons les premiers à vous guider à travers ce qu'ils auront découvert.